Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Il n'est d'occupation plaisante. Comme la militaire. Montaigne, XVIe siècle. Préambule. Qu'est-ce que ce métier? Comment y obtient-on des succès? Quelles mœurs entraîne-t-il? Chez ceux qui l'exercent? Léon Tolstoï, 1828 à 1910. La guerre et la paix, 1865 à 1869. Allumez la télévision, ou ouvrez votre journal et vous êtes à peu près sûr de tomber sur des reportages ou des articles traitant des opérations menées par l'armée de terre. Ces soldats sont en effet engagés sur de nombreux théâtres et comme il se doit, la presse couvre largement cette actualité. Tous ces militaires vous paraissent familiers, n'est-ce pas? Un peu comme des gens que vous auriez l'habitude de croiser, avec qui vous échangez traditionnellement un sourire, mais sans jamais leur avoir vraiment adressé la parole. Vous éprouvez même peut-être une certaine sympathie pour eux. Vous faites alors partie des 84% de Français qui, selon un sondage CSA DICOTE de juillet 2009, ont une bonne opinion de l'armée de terre. Mais vous êtes-vous jamais demandé qui étaient en fait ces soldats? Qui sont en réalité ces hommes et ces femmes qui patrouillent dans les gares parisiennes, ou mènent de durs et meurtriers combats dans les montagnes afghanes ou les sables maliens? Savez-vous ce qui se cache derrière leurs uniformes, par définition identiques? Et puis, quelle drôle d'idée d'être soldat, ne trouvez-vous pas? Qu'est-ce qui peut donc motiver un jeune à s'engager dans l'armée? Que cherche-t-il en faisant cette démarche? Qu'est-ce qui peut l'amener à accepter ainsi de partir se battre à l'autre bout du monde? Et quand il n'est pas en mission, que fait-il? Comment vit-il? À toutes ces questions, vous avez certainement un peu de mal à répondre, non? Allons encore plus loin, voulez-vous? La représentation que vous vous faites de l'armée de terre n'est-elle pas faite de notions vagues, peut-être même d'idées préconçues, de clichés surannés ou d'excès quelque peu caricaturaux? Êtes-vous de ceux qui ont dans tous les cas une bonne opinion des soldats, sans même pouvoir expliquer pourquoi? Ou faites-vous plutôt partie de ceux qui les considèrent comme étant à l'opposé de leurs idées, sans pourtant en connaître aucun? Peut-être pensez-vous simplement que l'armée est faite pour ceux qui ont échoué scolairement, ou sont en voie de désocialisation? Rassurez-vous, ces images caricaturales et souvent très approximatives, nous autres soldats les rencontrons fréquemment, lors de discussions avec des amis issus du monde civil, quand nous accueillons dans nos murs des stagiaires ou des classes d'écoliers, lorsqu'à l'occasion d'une présence dans le civil nous échangeons avec quelques jeunes ou moins jeunes. Presque systématiquement, nos interlocuteurs sont étonnés de l'envers du décor qu'ils découvrent. Nos activités, notre ambiance de travail, nos relations hiérarchiques, notre ouverture au monde et à l'autre. Systématiquement, ils nous disent qu'ils n'imaginaient absolument pas que nous étions comme ceci, que nous vivions comme cela, même que nous plaisantions ainsi. Je me souviens en particulier d'une anecdote datant de l'époque où je commandais un régiment. Comme tout régiment, le mien disposait d'une assistante sociale, mais celle-ci avait demandé sa mutation au terme de 8 années de présence dans nos rangs. Après son départ et quelques mois d'attente, la période soi-disant incompressible dans nos administrations pour se rendre compte qu'il existe effectivement un besoin, le prendre en compte dans les droits budgétaires, choisir de faire appel à un recrutement interne ou externe, ouvrir le poste, assurer le recrutement, prévoir l'affectation, délivrer une formation, une nouvelle assistante sociale fut enfin affectée. Déjà expérimentée puisqu'ayant servi plus de 20 ans comme assistante sociale au ministère de la Justice, Sophie G avait décidé de donner à sa carrière un nouvel élan en rejoignant la défense et en demandant très précisément de servir dans ce régiment, non pas par une soudaine conviction militariste qui aurait été en l'occurrence bien tardive, mais pour des questions exclusivement géographiques car elle habitait dans sa belle ville de garnison. Voici donc arrivant chez nous une femme d'une certaine maturité, connaissant bien tout ce qui avait trait au domaine social, même si son public habituel était bien plus avancé dans la vie que nos jeunes soldats. Elle avait même passé les 2 années précédentes détachée à l'Office national des anciens combattants, mais découvrant totalement notre environnement régimentaire, ce qu'elle prenait avec une réelle et saine curiosité et surtout une indéniable volonté de bien faire. L'assistante sociale ayant un rôle unique et très précieux, j'avais donné des consignes précises pour que son accueil et son intégration soient menés avec rapidité et efficacité.
Il s'agissait en effet de faire prendre au plus vite conscience de nos particularismes et de nos besoins spécifiques, à une personne qui n'y connaissait rien. Il s'agissait de la faire adhérer à nos us et coutumes, pour qu'elle apprenne à traiter avec notre personnel en utilisant des références, voire un vocabulaire commun. Il s'agissait enfin de la faire accepter par toutes nos catégories de personnel, car c'était à mes yeux, la condition sine qua non de son efficacité. Je dois avouer que tous ont eu à cœur de remplir cette mission au mieux, et que le résultat a été bien au-delà de mes attentes. À tel point que, lors d'un de nos entretiens, Sophie, cette assistante sociale à la fois expérimentée et jeune en service, m'a fait une remarque étonnante et qui témoignait du déficit considérable de connaissances dont souffre l'armée de terre. Si j'avais connu plus tôt la réalité de la vie et du travail en régiment, j'aurais demandé depuis bien longtemps d'y être affectée. Quel constat! Ainsi donc, vous êtes peut-être comme Sophie, vous vous faites une représentation fausse ou tronquée de notre armée de terre. Mais si cette représentation était exacte, me direz-vous, le taux de bonne image serait peut-être moins élevé. N'est-ce pas alors inconscient, dangereux, voire suicidaire, d'essayer de la corriger au risque d'en flétrir la perception? Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Pourquoi se créer des problèmes? Pourquoi se poser des questions alors que notre image est la meilleure possible et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Pourquoi ne pas se contenter de cet état de fait somme toute très satisfaisant? Pourquoi ne pas profiter avec sérénité et une bonne dose de passive philosophie de ce qui apparaît comme une rente de situation? Eh bien parce que je pense, sans croire que ceci n'est qu'un naïf aveuglement, que l'armée de terre gagne à se montrer telle qu'elle est. Tout d'abord, par honnêteté envers ceux qui la rejoignent en signant un contrat d'engagement, et qui ne doivent pas être surpris par ce qu'ils y découvrent. Mais aussi, parce qu'elle recèle des personnes de qualité qui méritent d'être connues et reconnues. Peut-être enfin, parce que les valeurs sur lesquelles elle se fonde pourraient parfaitement servir de modèle à bien d'autres environnements humains ou professionnels. D'ailleurs, l'armée s'attelle régulièrement et activement à montrer son vrai visage. Ouvrant ses portes aussi fréquemment que possible, menant des campagnes de communication modernes et percutantes, encourageant souvent ses cadres et soldats à témoigner tout en les préparant à l'occasion des nombreux stages et formations qui jalonnent une carrière militaire, à ce difficile et parfois périlleux exercice, elle travaille indéniablement à mieux se faire connaître de nos concitoyens. Néanmoins, l'action institutionnelle ne doit pas être isolée, elle doit être relayée et accompagnée. Chacun de ses membres doit ainsi prendre sa part de cette mission, dans son environnement familial et amical, dans le cadre de ses relations associatives ou de celles professionnelles, de son conjoint. Même si cette tâche, face aux idées arrêtées, face également à certains reportages dévastateurs, nous impose de remettre encore et toujours notre ouvrage sur le métier, elle mérite cependant que l'on s'en charge. Je suis d'ailleurs persuadé que la période est aujourd'hui beaucoup plus favorable qu'elle n'a pu être. L'antimilitarisme primaire qui faisait, il y a 30 ans, alors que je revêtais mon premier treillis et que j'enfilais mes premières Rangers, que l'on nous interdisait de circuler en uniforme dans les rues et encore plus dans le métro parisien, cet antimilitarisme-là me paraît être totalement dépassé. Aujourd'hui, nous circulons en uniforme dans tous les lieux publics, en attirant certes des regards interrogatifs, mais jamais, ou si rarement, de remarques désobligeantes ou de réactions agressives. Aujourd'hui, nous pouvons circuler dans certaines des cités les plus agitées de nos banlieues sans nous sentir aucunement menacés, car l'armée a une image forte et flatteuse auprès de toute notre jeunesse, même, voire surtout la plus agitée. Même le drame de Toulouse qui a vu en mars 2012 4 soldats être froidement abattus du fait de leur appartenance à l'armée, ne peut cacher cette réalité. Et c'est une joie profonde pour nous qui, au risque de paraître ringards ou idéalistes, avons le sentiment profond d'être au service de notre pays et de sa population que de pouvoir ainsi être reconnus, acceptés et respectés. C'est donc contre cette méconnaissance de notre armée que j'ai décidé de prendre la plume. Pourtant je n'ai pas de raison particulière pour le faire. Je ne suis pas chef d'état-major de l'armée de terre, je ne suis en aucun cas un communicant et n'ai aucune fonction de porte-parole. Je ne suis qu'un officier parmi tant d'autres, ou comme dirait l'auteur humoriste britannique P. G. Wodehouse 1881-1975,
un homme du juste milieu, pourvu d'un bon cœur plutôt que de magnétisme personnel, sans vice sérieux ni vertu héroïque. Je suis sans plus, ni j'espère moins, de légitimité que d'autres, sans plus de mérite que mes pairs, et d'autres pourraient très certainement écrire ces mêmes pages, avec leur propre expérience, mais avec un fond identique. Et c'est justement ceci qui, je crois, me confère une certaine crédibilité. Après 30 années de bons et loyaux services en son sein, je considère avoir quelques compétences pour décrire de l'intérieur notre vieille institution militaire et ceux qui la composent. Je me propose donc de vous faire découvrir cette catégorie socio-professionnelle par trop méconnue que sont les soldats de notre armée de terre, en montrant la vie courante et les habitudes. Je ne prévois pas de m'appesantir longuement sur les opérations extérieures que nos armées mènent aujourd'hui. Les articles sur la question sont nombreux et écrits par des témoins généralement bien plus légitimes que moi. Je désire surtout présenter le quotidien de nos soldats, en abordant ce qui constitue leur environnement, en décrivant leurs us et coutumes, en présentant ceux qui les accompagnent ou les soutiennent, mais également en ne cachant pas, ou si peu, leurs travers ou leurs défauts. C'est donc bien à la découverte de l'ambiance dans laquelle évoluent, au quartier comme en opération, nos soldats, que je vous convie. J'éviterai de tomber dans la géographie ou l'idéalisme béat, mais également je refuserai tout autodénigrement ou critique systématique, afin de décrire aussi justement que possible la réalité ou plutôt ma réalité. Car je ne cherche pas à faire un travail exhaustif et objectif, je ne revendique aucun caractère universitaire pour les pages qui suivent. Je m'attacherai bien au contraire à confronter mon propos à l'aune de ma propre expérience, à l'illustrer par des exemples tirés de toutes mes années de service, non seulement afin de rendre plus vivant le texte, mais surtout parce que je préfère le pragmatisme du vécu au brassage fumeux de concepts par trop intellectualisés. C'est donc bien un témoignage que je souhaite soumettre à votre sagacité. Ceci fait également que mon propos, par essence subjectif, pourra par moments se trouver en décalage avec la voix officielle de nos armées. Dont acte, je suis tout disposé à assumer les quelques insolences des pages qui suivent. De même pourra-t-il parfois manquer de pertinence, car n'ayant aucunement la prétention d'une connaissance universelle de notre armée et revendiquant une complète subjectivité, il sera nécessairement partiel et partial. Dont acte là aussi. Je vous invite donc à écouter le témoin que je me propose d'être, à plonger au cœur de notre belle et attachante armée de terre, à me suivre dans mes réflexions. Avancez mesdames et messieurs, la visite va commencer, et n'oubliez pas le guide à la fin. Quel circuit pour notre visite ? Mais comment aborder un sujet aussi vaste que l'armée de terre, cet ensemble à la fois si ancien et si complexe ? Comment hiérarchiser et présenter les idées ? Quel plan adopter ? Par où en fait débuter notre visite ? J'ai résolu ces questions en choisissant un des moyens les plus simples, mais aussi des plus efficaces, l'abécédaire. Celui-ci permet en effet de balayer tout le spectre des thèmes, sans se donner véritablement la peine de les classer, et aide ainsi à cultiver une reposante sérénité d'esprit. De plus, ce concept est aujourd'hui tellement répandu que j'ai l'impression, à défaut d'originalité, d'une certaine modernité. Pourtant, les quelques dictionnaires de ce type que j'ai pu lire ou parcourir oubliaient complètement certaines lettres et en reprenaient d'autres plusieurs fois. Je vous avoue que ceci me gêne grandement. Est-ce mon côté psychorigide ? Je préfère croire que c'est la rigueur et le souci du détail que quelques décennies de vie militaire m'ont inculqué. Aussi m'efforcerai-je de traiter consciencieusement chacune des lettres de notre alphabet, sans répétition mais également sans oubli, même si, en pensant à certaines lettres qui font certes la joie des joueurs de Scrabble, je sens naître en moi d'ores et déjà quelque inquiétude. Si avec le K, j'envisage sereinement notre si français képi, avec le Q, il me faudra éviter toute gauloiserie de corps de garde. Quant à notre quatuor de queue, je veux parler des W, X, Y et Z, il va me falloir faire preuve d'imagination. L'avantage de l'abécédaire n'est pas uniquement pour l'auteur en mal d'imagination, il est également pour le lecteur. À vous en effet de choisir votre mode de lecture. Alors, que vous attaquiez consciencieusement par le premier chapitre pour terminer par le dernier, que vous vous promeniez au fil des pages en choisissant successivement vos chapitres, selon vos centres d'intérêt, l'attrait des titres ou telle phrase happée au passage,
ou que vous décidiez d'ouvrir au hasard cet ouvrage et d'en parcourir les pages au gré de votre humeur, permettez-moi de vous souhaiter bien sincèrement une agréable visite. Affection, amour, amitié et autres sentiments. Il n'est pas d'œuvre humaine qui pour être vraiment grande n'ait besoin d'une parcelle d'amour. Maréchal Hubert Lyautey, 1854 à 1934. Pour la première lettre de l'alphabet, je reconnais avoir choisi un thème ardu puisqu'il touche aux sentiments. Mais pourriez-vous vous demander, qu'est-ce que cela a donc à voir avec l'armée de terre ? N'est-ce pas totalement antinomique avec notre monde si viril, si dur, fondé sur l'autorité et nécessairement brutal ? Est-ce que cela ne serait pas de la pure et facile provocation que de commencer ainsi notre abécédaire ? Non, honnêtement non, sincèrement et franchement non. Regardez d'ailleurs nos pères et grands-pères quand ils retrouvent leurs camarades de régiment. Ne se tombent-ils pas dans les bras ? Ne sont-ce pas d'interminables évocations faites d'éclats de voix et de rires, de mots grivois ou plus abscons ? Ne se remémorent-ils pas leur chef et leur père en essuyant une larme ? Leur service militaire apparaît alors comme une période, certes quelque peu inintelligible, mais surtout exceptionnelle de leur vie, à l'instar de l'écrivain et humoriste Pierre Daninos, 1913 à 2005, auteur des remarquables carnets du Major W. Marmaduke Thompson, qui écrivait « Le service militaire est une période où on mange très mal, mais qui nourrit les conversations pour toute la vie. » Je crois profondément que l'origine de ce caractère singulier vient essentiellement des relations humaines que nous connaissons au sein de notre armée de terre et qui la régissent tout entière. Elles se fondent en effet sur la prise en compte de l'homme dans son intégralité. Nous n'armons pas de bateaux, nous ne déployons pas d'avions. Ces deux moyens sont les unités de base et de calcul de nos camarades de la Marine nationale et de l'armée de l'air. Chez nous, et sans rechercher une polémique stérile ou une guerre des boutons hors de propos, l'unité de calcul est l'homme. Notre armée de terre compte tant de dizaines de milliers d'hommes, un régiment comprend tant de centaines d'hommes, nous projetons tant de milliers d'hommes dans telle opération extérieure déclenchée au fin fond de tel continent. Voici notre unité de calcul et de valeur, voici notre fondement et notre raison d'être, l'homme. D'ailleurs, une des premières citations qu'apprennent nos élèves officiers est du colonel Charles Ardan Dupic, 1821 à 1870, l'un de nos fameux stratèges de la fin du XIXe siècle, qui écrivait déjà à l'époque « L'homme est l'instrument premier du combat ». Or, dès qu'il y a homme, il y a subséquemment relations humaines, et dès qu'il y a relations humaines, il y a sentiments. Ceux-ci peuvent être multiples et dans ce domaine notre belle langue française n'est pas avare de possibilités. Affection, amitié, amour, tendresse, mais aussi jalousie, rancœur ou indifférence, dédain, voire mépris ou haine. Toute la palette des sentiments existe bien sûr dans la communauté d'hommes que constitue l'armée, mais il y en a une qui prédomine, l'affection. Elle est première car elle est omniprésente dans nos relations. Affection envers ses subordonnés tout comme affection envers ses chefs. Le chef doit aimer ses hommes. On trouve mention de l'affection pour ces hommes dans nombre de nos directives. Commandez d'amitié, aimez vos hommes. Je m'interroge d'ailleurs sur quelle autre entreprise peut donner comme consigne à ses cadres d'aimer leurs collaborateurs. Néanmoins, je pense que dans ce domaine, nous ne mettons pas nécessairement les opérations dans le bon ordre. Il me paraît en effet illusoire de donner un tel ordre « aimez vos hommes ». L'amour en effet ne se décrète pas, ou alors il n'est qu'apparence et ne s'ancre pas au plus profond de notre cœur. Ce que j'ai toujours prêché auprès de mes capitaines, de mes lieutenants, de mes adjudants, ce n'est en aucun cas d'aimer leurs hommes, mais c'est de bien les connaître, de rechercher la connaissance la plus intime de chacun d'eux, professionnellement comme personnellement. C'est de pouvoir, lors du rassemblement qui débute chaque journée, lire dans les yeux de chacun l'état d'esprit qui est le sien ce matin-là, d'y découvrir l'inquiétude de tel sergent au sujet de la santé de sa mère ou la tristesse de tel caporal qui a vécu la veille au soir une séparation sentimentale avec celle qu'il croyait être la femme de sa vie, et qui n'était pourtant pas la même que le mois précédent. Connaître ces hommes, c'est connaître leurs qualités mais aussi leurs défauts, c'est exploiter leurs talents et chercher avec pragmatisme et sans utopie à corriger progressivement leurs lacunes. C'est donc savoir ce que l'on peut demander à chacun, mais aussi ce qu'il ne faut pas lui demander car il ne sait pas, ou ne peut pas le réaliser. Point n'est besoin de mettre son subordonné en difficulté lorsqu'on a fait l'expérience de ses limites, et que celles-ci sont,
momentanément ou définitivement fixée. Cette connaissance, un chef peut l'exiger de ses cadres. Il peut, de façon parfaitement réaliste et légitime, leur donner l'ordre de développer aussi loin qu'il est possible cette connaissance intime. Et comme tout ordre mérite d'être contrôlé, selon le vieil adage qui veut que la confiance n'exclut pas le contrôle, le chef peut aisément et fréquemment la vérifier. Une visite sur le terrain ou l'étude d'une candidature sont des occasions aisées de demander à son capitaine où en est tel de ses caporaux dans son parcours professionnel, si tel de ses vieux adjudants envisage toujours de se reconvertir dans l'immobilier, ou si tel jeune lieutenant encore un peu fou possède toujours son cabriolet de sport. L'intérêt de cette connaissance n'est pas d'encourager une indiscrétion généralisée, elle est bien de développer une plus grande capacité opérationnelle. Nous avons en effet vu que l'unité de calcul dans l'armée de terre est l'homme, et bien ce dernier est également son unique système d'armes. Nous nous devons donc de le connaître parfaitement, tout comme un pilote de Rafale connaît toutes les capacités et tous les composants de son avion. À nous donc, soldats de l'armée de terre, de connaître notre outil aussi bien qu'un pilote de l'armée de l'air connaît son avion, ou qu'un mécanicien de la marine connaît ses machines. Aussi complexes que soient toutes ces techniques, l'être humain ne l'est-il pas ô combien plus? Ne nous faut-il donc pas faire preuve d'encore plus de curiosité? Quant à la fragilité d'un système d'armes, quel qu'il soit, elle est bien celle de son composant le plus fragile. La force d'une chaîne est bien celle de son maillon le plus faible. Il nous faut donc connaître cette faiblesse et être pleinement conscients de ses limites. Préparons-nous donc à détecter la moindre fragilité, à anticiper la moindre défaillance, de même qu'il nous faut exploiter au mieux l'extraordinaire machine que l'État et nos compatriotes nous confient. À nous de savoir en tirer le maximum tout en préservant son potentiel. À nous de savoir combiner ces différentes capacités disponibles pour en obtenir le meilleur rendement. À nous de savoir optimiser ces possibilités dont certaines ne sont évidemment pas listées dans le mode d'emploi. Ainsi, de cette connaissance poussée au plus profond des êtres, naîtra naturellement l'affection. On n'aime pas spontanément l'autre. On l'aime parce qu'on le connaît. On l'aime pour ses qualités, mais aussi pour ses défauts. On l'aime pour ses forces comme pour ses faiblesses. On l'aime pour ce qu'il sait faire, mais aussi pour ce qu'il ne parvient pas à mener à bien. C'est cet amour-là que je demande à mes cadres de rechercher et de cultiver, un amour connaissance, un amour tendresse, un amour conséquence, mais un amour qui ne soit surtout pas décidé, imposé ou raisonné, car l'amour jamais ne rentre dans des considérations cartésiennes. Cette affection portée à ses soldats n'est bien évidemment pas exclusive des exigences que le chef doit avoir vis-à-vis de ses subordonnés. Être dur, demander le maximum, attendre beaucoup, ne sont absolument pas les preuves d'une absence d'amour, bien au contraire. Aimant ses proches, on veut pour eux le meilleur. Les aimant, on veut les protéger au maximum. Or notre raison d'être est le combat, et il nous faut nous y préparer. Dès lors, ce ne sont pas l'oisiveté, la désinvolture et la bonhomie qui seront nos plus grandes qualités dans les conditions extrêmes qui nous attendent. Les meilleurs chefs sont ainsi bien souvent les plus exigeants. Et les hommes aiment leurs chefs. Mais de même que le chef aime ses subordonnés, il s'avère que dans notre armée de terre, le subordonné éprouve un besoin profond d'aimer son chef. Il peut en effet l'écouter, le respecter, lui obéir, l'admirer éventuellement, tout comme dans toute entreprise civile, mais de façon inconsciente, il cherche à y ajouter lui aussi une dimension affective. Moi-même, j'ai besoin d'aimer mon chef, même si cela n'a pas toujours été franchement le cas. J'ai besoin de l'aimer, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses ordres et me suis accroché plus d'une fois avec lui. D'où vient ce besoin d'affection pour son chef? Pourquoi le trouve-t-on de façon aussi prégnante? Peut-être est-ce un besoin naturel que notre société a perdu, mais que notre environnement de travail rend plus présent. Peut-être est-ce dû à un temps de présence collective bien supérieur aux 35 heures hebdomadaires. Et pourtant Dieu sait que dans notre société actuelle, il est de bon ton de dénigrer tout détenteur d'un quelconque pouvoir. Les hommes politiques sont tous des malhonnêtes, les patrons sont par définition d'abominables exploiteurs, les propriétaires sont par essence des profiteurs, quant aux hauts fonctionnaires ils sont nécessairement incompétents. Or, dans notre armée, le soldat aspire effectivement à aimer son chef. Cette affection recherchée me paraît tenir essentiellement à deux facteurs. L'intérêt que le supérieur lui porte et qu'il ressent parfaitement,
et surtout la nécessité d'un lien très fort entre tous au moment où le contexte imposera de risquer sa vie et celle de ses camarades. Le subordonné aime son chef parce que celui-ci a toujours une oreille attentive, et témoigne d'un réel souci de l'humain. Mais il l'aime aussi parce que ce chef sait être ferme dès lors que sa décision est prise. Pas d'hésitation excessive, pas d'incertitude pénalisante. Il l'aime enfin parce que ce chef fait preuve de bon sens dans ses décisions et d'équité dans ses jugements. À chacun ce qu'il mérite. Il faut également que se crée ce lien, qui servira lors des actions les plus difficiles et exigeantes du combat. Car même si on peut le regretter, ce qui fait agir à cet instant-là n'est pas la haute conception de la patrie, la défense de nos 3 couleurs ou des valeurs de notre République. Ce qui fait bondir du fossé pour monter à l'assaut, ce qui fait sortir du parapet derrière lequel on s'est abrité pour neutraliser la mine qui interdit la progression et rend vulnérable toute son unité, c'est la solidarité du groupe. C'est la confiance en son chef. Ce sont les automatismes acquis lors des multiples répétitions au champ de tir et sur les terrains de manœuvre, de jour comme de nuit, sous le soleil ou la pluie, de bon matin comme après plusieurs jours d'exercice épuisant, mais toujours avec son chef qui était à chaque fois présent, qui a sué et souffert lui aussi, qui a commandé et a su construire lui aussi sa compétence. Cette fois aussi il est là et on le regarde, cette fois encore il commande. C'est lui le repère au milieu de la mitraille, c'est lui que l'on écoute et suit. C'est lui que l'on aime et respecte, même si on l'a bien critiqué par le passé, le soir à la popote. Mais ne sommes-nous pas des Gaulois, par essence râleurs et bougons ? Quitter l'uniforme est toujours un moment très émouvant. Cette affection mutuelle fait que lorsque vient le moment de se quitter, l'âge ou la fin de service arrivant, l'émotion est nécessairement au rendez-vous. Il est en effet bien difficile de quitter ceux avec qui on vient de passer quelques riches années, avec qui on a découvert de nouveaux territoires partout dans le monde, connu beaucoup de moments forts et de joies partagées. De laisser ceux avec qui on a mouru, parce qu'on s'est engagé jeune et qu'on a connu, et surmonté tant et tant d'épreuves ensemble. On ne tourne pas aisément la page de telles années, même si on a choisi une nouvelle voie professionnelle. On n'est pas le même avant, et après quelques années passées sous les drapeaux. Cette émotion, nos anciens l'ont connue et elle est toujours présente lorsque sonne l'heure de raccrocher l'uniforme. Dans le régiment que j'ai commandé, il est de tradition de rendre un hommage particulier à nos anciens cadres qui quittent le service après une belle carrière sous les drapeaux. Ceci commence lors de leur dernière participation à nos couleurs régimentaires, c'est-à-dire lors du rassemblement hebdomadaire du régiment qui voit le drapeau français, les 3 couleurs, être hissé au haut-mât situé sur la place d'armes de la caserne. Alors que tout le régiment est rassemblé et au garde à vous, le partant arrive avec le colonel. Restant à quelques pas derrière lui, il l'accompagne durant la revue des troupes, passant ainsi devant l'ensemble de ses frères d'armes, ceux qu'il va bientôt quitter. Puis, alors que ceci est d'ordinaire réservé au colonel, il a le privilège de commander lui-même la montée du drapeau, attention pour les couleurs, envoyées. Enfin, l'ensemble de sa carrière est rappelé par le chef de corps au travers d'un ordre du jour, sorte de texte officiel, qui lui est consacré et souligne ses faits d'armes et ses qualités de soldat. À l'issue de la cérémonie, un ultime verre de l'amitié est organisé. Puis, quand l'heure est venue, tous ses camarades, ses pairs, mais aussi nombre de ses supérieurs se mettent en 2 rangs jusqu'à la grille du régiment. Le partant s'engage alors seul au milieu de cette double haie d'honneur, et au fur et à mesure qu'il y chemine lentement, ses frères d'armes le saluent l'un après l'autre, lui disant ainsi de façon la plus militaire qui soit, un dernier au revoir. Ces moments sont d'une très forte intensité émotionnelle, tant pour le partant que pour tous ceux qui l'accompagnent dans ses derniers instants sous l'uniforme. Pour le partant, ils sont un témoignage d'affection et une marque de reconnaissance. Pour ceux qui restent, ils sont une démonstration de solidarité et un exemple de respect vis-à-vis de tous nos anciens qui ont servi loyalement. Ils font partie de ces traditions que l'armée sait entretenir, et qui lui donnent ce supplément d'âme si important pour tous ses soldats. Budget familial, solde et primes. Peut-on vivre du métier militaire ? Ignorante de son désintéressement et des sacrifices qu'il consent sans mot dire. L'opinion publique a une tendance à le considérer comme un privilégié. Note confidentielle du 12 avril 1934.
Cité par François Paoli dans L'armée française de 1919 à 1939, 1969. Après un premier chapitre sur l'amour, je me propose de vous parler d'argent. Vais-je donc avoir l'audace de prétendre que dans notre armée, on vit d'amour et d'eau fraîche ? Rassurez-vous, je me suis engagé à vous présenter le métier de soldat avec le plus de franchise possible et je n'aurai donc pas cette outrecuidance. Je l'aurai d'autant moins qu'il est de notoriété publique, qu'on n'a jamais fait fortune en servant sous l'uniforme. Au XIXe siècle, on vérifiait même la solvabilité des fiancés de nos officiers, et si la dot était insuffisante, le mariage était interdit. En 1936, un sous-lieutenant célibataire gagnait à peine plus qu'un balayeur de rue, et un capitaine marié avec 2 enfants percevait la même solde qu'un brigadier de police célibataire. Il fallut en fait attendre 1972 pour que la situation évoluât favorablement. Cette année-là, le ministre de la Défense nationale, Michel Debré, 1912 à 1996, décida d'augmenter les soldes des militaires et de valoriser la condition militaire. Ceci améliora fortement leur pouvoir d'achat et arrêta une paupérisation rampante qui les déclassait sournoisement. De nos jours, on ne fait toujours pas fortune, mais il n'est plus d'usage de vérifier le patrimoine de la future belle famille. Des soldes tout juste raisonnables. Un militaire du rang, jeune engagé au premier échelon de la hiérarchie, a aujourd'hui une solde à peine supérieure au SMIC. À notre époque de difficultés économiques et budgétaires, ceci peut paraître très raisonnable, surtout pour des personnes qui n'ont par définition aucune des compétences requises, le métier de soldat ne s'apprenant que dans les armées, voire pour 20% d'entre elles n'ont même aucune qualification professionnelle. Mais à contrario, ceci ne paraît absolument pas excessif pour des gens à qui on demande tant. Engagement physique, disponibilité, sujétion, sens du service pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. Bien évidemment, chaque promotion, c'est-à-dire chaque changement de grade, entraîne une augmentation de la solde. Ainsi, un caporal-chef qui a une quinzaine d'années de service gagne environ un SMIC et demi. De même, un jeune sergent qui dispose d'une solde à peine supérieure à celle d'un caporal-chef, grade immédiatement subordonné, sera payé, une quinzaine d'années plus tard et promu alors adjudant, un peu plus de 2 SMIC. Quant aux officiers, ils ont tout d'abord, et comme les élèves sous-officiers, l'avantage d'être engagés, et donc soldés, durant leurs années d'études en école de formation initiale. Ceci a fait que, dès l'âge de 20 ans, je n'étais plus à la charge de mes parents et je n'étais pas le seul à la maison à m'en réjouir. À sa sortie d'école, un lieutenant qui a alors un niveau bac+5 est payé de l'ordre de 2 SMIC et demi, et un colonel qui a 25 années de service gagne de 4 à 5 SMIC. Par ailleurs, pour compenser les absences dues à l'entraînement, aux missions et aux opérations, nous percevons bien évidemment des indemnités journalières qui peuvent, pour les théâtres les plus difficiles tels que l'Afghanistan, aller jusqu'à quasi doubler notre solde. Mais ceci n'est en fait qu'une juste et légitime contrepartie des contraintes, de l'éloignement et bien évidemment de la dangerosité des missions. Mais notre statut tend à pénaliser nos soldats. Dans notre armée de terre, 74% des personnels sont sous contrat, ce qui est la contrepartie logique du besoin d'une armée jeune et endurante. Mais il est difficile de se projeter dans l'avenir quand on est contractuel, quand on ne sait pas si l'on sera encore sous l'uniforme dans les 3, 4 ou 5 ans à venir. Par ailleurs, être dans une situation par définition aléatoire est très pénalisant vis-à-vis des banques qui n'aiment rien moins qu'un bon CDI. Devenir propriétaire devient alors quasi impossible, s'il n'y a pas un deuxième salaire stable à la maison. Quant à nos cadres qui sont de carrière,
c'est-à-dire un gros tiers des officiers et la plupart de nos sous-officiers dès qu'ils ont plus de 10 années de service. Ils ne dépendent plus d'un renouvellement de contrat, et les banques sont particulièrement sensibles à cet argument. En revanche, ils sont soumis à une relative instabilité géographique. Tous les 4 ans en moyenne, un officier en effet déménage et tous les 7 à 8 ans c'est au tour des sous-officiers. Dans ces circonstances, un achat immobilier est assez hasardeux, que ce soit pour amortir les frais de notaire ou pour ne pas y laisser quelques plumes en cas de retournement du marché. Moins stable et moins souvent propriétaire, un fossé peut rapidement se creuser avec la société civile. Ce décalage est d'autant plus réel que le rythme des mutations pénalise nécessairement le parcours professionnel de nos conjoints, empêchant certains de travailler, freinant le déroulement de carrière de la plupart, ou condamnant la famille à choisir le célibat géographique. Par ailleurs, leur solde étant aligné sur les barèmes des salaires de la fonction publique, nos cadres militaires, officiers et sous-officiers, sont parfois à compétences égales et dans des domaines comparables, moins bien rémunérés que leurs homologues de la société civile. Le différentiel s'accroît pour les échelons les plus élevés des salaires, dès lors que s'y ajoutent des avantages en nature. Le plus fréquent de ces avantages pour les cadres supérieurs du civil est probablement la voiture d'entreprise en libre usage, parfois même avec carte d'autoroute et de carburant, ce qui représente un avantage financier tout à fait conséquent. La solde d'un colonel qui commande un régiment de 1000 hommes qu'il prépare et peut emmener à la guerre n'a souvent pas de commune mesure avec le salaire d'un chef d'entreprise qui compte autant d'employés. Je lisais dernièrement dans un journal qu'un membre du comité de direction de Renault, qui dirigeait 900 personnes, touchait en 2011 300 000 € annuels. Ceci correspond à environ 5 fois la solde de notre colonel. Or, les seuls risques qu'un chef d'entreprise court sont de perdre des marchés, voire au pire de fermer boutique. Ceci est certes dommageable, mais à l'évidence n'a rien à voir avec les dangers auxquels notre colonel a à faire face et la mort à laquelle il peut envoyer ses soldats. Même vis-à-vis des autres fonctionnaires civils, les cadres militaires bénéficient de taux de rémunération nettement moins avantageux. Les indices les plus élevés se trouvent en effet en proportion beaucoup plus forte dans les administrations civiles, quelles qu'elles soient. Même notre chef d'état-major des armées, le soldat le plus élevé dans la hiérarchie militaire, ne serait que le 20e salaire du ministère de la Défense, anciennement ministère de la Guerre. Serait-il donc si difficile de faire prendre en compte ces besoins quand on n'a ni syndicat, ni droit de grève ? En étant quelque peu caricatural, je pourrais dire que je sais qu'un de mes amis a réussi professionnellement parce qu'il est l'heureux propriétaire d'une belle maison, qu'il vient de s'offrir le dernier modèle de Peugeot, achetons français, que diable, et qu'il part en vacances en famille à Ibiza. Ma réussite à moi, pour peu qu'elle existe d'ailleurs, ce sont les galons que je porte sur les épaules ou les décorations que j'arbore sur la poitrine. Mais je continue à être locataire de mon logement, à acheter mes voitures d'occasion et à passer mes vacances dans ma verte Normandie. Et pourtant il est indispensable de payer suffisamment nos soldats. Proposer des soldes suffisantes est aujourd'hui essentiel car l'armée est désormais composée de professionnels. De ce fait, quel que soit leur temps de service sous les drapeaux, il est indispensable que nos soldats puissent subvenir à leurs besoins, élaborer un projet de vie durant leurs 5, 10, 20 ou 40 années de service et aussi penser à leur retraite. Par ailleurs, comme nous ne sommes plus à l'époque des moines soldats, ils doivent pouvoir se marier et élever des enfants, en somme construire et entretenir la famille que nombre d'entre eux ne manquent pas de créer. Tout ceci est d'autant plus important que le métier militaire étant exigeant, ils doivent pouvoir s'y investir sans souci matériel excessif, même si les choses ne seront jamais aussi faciles qu'on le souhaiterait. En fait, il est impératif que nos soldats puissent bien vivre de leur métier pour bien vivre leur métier. Parfois, certains observateurs expliquent doctement que l'armée a une proportion excessive de cadres. Trop de sous-officiers, trop d'officiers, trop de généraux. Et il est exact que nous en avons beaucoup, puisque notre armée compte 20% d'officiers, 30% de sous-officiers et 50% de militaires du rang. Mais un taux d'encadrement important est la caractéristique de toute armée professionnelle, en France comme chez nos principaux alliés. Amenée à intervenir en autonomie, une armée professionnelle a en effet besoin d'une structure solide,
constitués de cadres formés et expérimentés qui soient en nombre suffisant. Ils sont là pour organiser et commander, mais aussi pour former, guider, encadrer, et freiner ou tempérer si besoin en est. Cette proportion importante de gradés dans nos rangs est également la contrepartie d'un système qui veut que le salaire soit directement lié au grade. Or, si l'on veut payer correctement nos personnels, non seulement pour les garder et éviter qu'ils nous quittent pour des cieux plus rémunérateurs, mais aussi parce qu'ils le méritent du fait de leur niveau d'études, de leur travail et de leur expérience professionnelle, nous sommes contraints de leur attribuer les grades correspondants. Enfin, offrir la possibilité de progresser, grâce à un changement de grade, correspond parfaitement à notre tradition de méritocratie militaire qui veut que chacun de nos soldats puisse légitimement aspirer à gravir les échelons de la hiérarchie. Si les avancements sont limités, les augmentations de solde sont de facto restreintes et on sape l'un des fondements de notre armée, un fondement qui influe à la fois sur le moral des troupes et sur le bien-vivre de leurs familles. Évitons donc, de grâce, de jouer aux apprentis sorciers. Le chef commande, un principe simple et intangible. Dans les circonstances difficiles, l'autorité que le chef ne doit qu'à lui-même sera toujours plus efficace que celle qu'il tient des règlements. Manuel du gradé d'infanterie. En usage dans les années 1980. Chef d'équipe, chef de corps, chef de section, chef d'engin, chef d'escadron ou d'escadron, chef de groupe, chef d'agrès, chef de peloton, chef de trinôme, chef d'état-major, chef d'escouade, chef de bord, chef de bataillon. Nous aimons décidément beaucoup dans notre armée de terre être chef de quelque chose, ne serait-ce que d'une toute petite équipe ou même d'un simple engin. Mais qu'est-ce donc qu'être chef? Qu'est-ce qu'un bon chef? Est-ce inné ou bien acquis? Et si cela n'est pas inné, comment devient-on un bon chef? Nous autres soldats vivons au quotidien la présence d'un chef. Il est pour nous une évidence et une nécessité. Mais quelle qualité, quelle compétence et aussi quel devoir attendons-nous de cette fonction? Et comment préparons-nous nos si nombreux chefs de tout niveau à l'exercer? De tout temps nous nous sommes posé ces questions. D'innombrables essais ont été écrits sur le sujet, par tout type d'auteurs très différents. Que pourrais-je donc apporter de nouveau? Je n'ai pas sur ce thème non plus la prétention de révolutionner la pensée militaire. Je vous propose seulement, avec mes mots, de tenter de vous faire comprendre comment cela se vit au sein de l'armée de terre. Il faut certes une certaine aptitude naturelle. Avant tout, il nous faut être conscient que certains disposent naturellement d'une aptitude à diriger, d'une capacité à être regardés, n'ont qu'à ouvrir la bouche pour que les gens se taisent et écoutent, n'ont qu'un geste à faire, voire un simple regard à lancer pour être suivis. J'ai connu parmi mes pairs, mes chefs et mes subordonnés, quelques-uns de ces gâtés de la nature, de ces gens qui ont naturellement un tel charisme, à l'instar d'un Marcel Bijard ou d'un Élie Denoy de Saint-Marc, et j'avoue avoir souvent ressenti une certaine jalousie à leur égard car je sais que je ne suis pas doté d'une telle qualité. Je peux certes tenter de me consoler en constatant que cela ne représente pas la majorité de nos chefs, qu'ils soient d'ailleurs militaires ou civils, et que le plus grand nombre est composé de personnes à la personnalité plus classique, moins rayonnante, qui vont s'imposer par leurs compétences acquises et par un enthousiasme qu'elles sauront rendre communicatif. En cela, on pourrait raisonnablement comparer le commandement à un art, ne parle-t-on pas d'ailleurs de l'art de commander? Ou à une pratique sportive. Il faut en effet un certain talent initial, une aptitude naturelle et c'est celle-ci qui, selon son importance, distinguera les véritables génies, qu'ils soient du pinceau ou du ballon, des simples amateurs. Mais il faut surtout beaucoup d'apprentissage, de travail et d'entraînement. J'évoque une certaine aptitude naturelle, car en art comme pour le commandement, il y a un minimum indispensable. Il existe en effet des gens qui ne sont absolument pas faits pour commander. Quoi qu'ils fassent et quelle que soit l'ardeur qu'ils mettront à chercher à s'améliorer, ils resteront maladroits et susciteront systématiquement plus de sourires, voire de tension que d'adhésion. J'en ai là aussi connu, des officiers comme des sous-officiers d'ailleurs. Dans ces cas, mon souci, après bien sûr avoir pris la précaution de ne jamais les mettre, ou du moins les laisser, en situation de faire de trop grands dégâts, a été de leur faire prendre rapidement et pleinement conscience de leurs limites, auxquelles ils ne pouvaient en l'occurrence rien, et de les aider à s'orienter vers un autre métier ou une autre spécialité.
J'ai eu ainsi, lorsque j'étais capitaine, un jeune sous-lieutenant sous mes ordres qui n'était pas du tout fait pour commander. Il était lunatique et désorganisé, toujours en retard et jamais dans la tenue requise, plus intéressé par ses petites affaires que par le sort de ses soldats. Et par-dessus tout, il ne cherchait pas à s'améliorer, considérant probablement que sa qualité d'officier était un aboutissement et lui autorisait tout. J'ai donc décidé de lui retirer le commandement de sa section. Mais, comme ce sous-lieutenant était intelligent et très diplômé, j'ai proposé au colonel qu'il travaille à l'état-major du régiment sur différents dossiers que l'on avait du mal à faire avancer par manque de temps et d'effectifs. Et c'est ce qui fut fait, pour le plus grand bien de tous, à commencer par l'intéresser qui put s'épanouir dans ce poste qui lui convenait mieux et d'ailleurs lui permit de poursuivre un cursus d'officier spécialiste. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'appris quelques années plus tard que cet énergumène me vouait une rancune tenace de l'avoir relevé de son poste. Ceci était certes parfaitement exact, et je le referais probablement de la même façon aujourd'hui, mais je trouvais qu'il avait quelque peu tendance à oublier que s'il était encore sous l'uniforme, c'était parce que dans le même temps, j'avais obtenu son affectation sur un autre poste plus adapté, alors qu'initialement le colonel souhaitait interrompre son contrat et le renvoyer dans ses foyers. Ô ingratitude du subordonné! Un impératif de formation au commandement. Mais revenons, si vous le voulez bien, à l'apprentissage que nous allons dispenser à nos futurs cadres, c'est-à-dire plus précisément à nos élèves officiers et élèves sous-officiers. Celui-ci va se faire essentiellement en école pendant 1 à 4 années, selon le niveau de responsabilité et le type de recrutement. Durant tout ce temps, nos élèves vont tout d'abord apprendre à obéir car il n'est de bon chef qui n'ait préalablement été des subordonnés. Le futur chef doit en effet savoir accepter l'autorité supérieure, adhérer aux idées de son supérieur, parfois en faisant taire les siennes, apprendre à oublier son propre intérêt au profit de celui de la collectivité, à refuser l'égocentrisme pour privilégier la solidarité, à s'effacer devant le bien commun. Cet apprentissage lui permet d'acquérir une certaine et indispensable humilité, et de prendre conscience des efforts que demain il exigera de ses hommes. Le fait de servir et d'obéir est déjà un acte de chef puisque c'est donner l'exemple, disait ainsi le maréchal Lyautey 1854 à 1934. De façon plus technique, nos futurs cadres apprennent à gérer, nos camarades civils utiliseraient le terme emprunté à l'anglais de manager, une troupe dont la taille sera croissante jusqu'à atteindre celle qu'ils auront à commander plus tard. On leur enseigne ainsi à organiser une formation avec ses phases d'apprentissage et de contrôle, à fixer des objectifs, à créer un emploi du temps, à monter une séance d'instruction. On leur apprend également le statut militaire, les spécificités de chacune des catégories de personnel, les conditions d'avancement, de promotion. Toutes ces connaissances leur permettent de se familiariser avec les règles de gestion de leurs futurs subordonnés, afin de pouvoir optimiser le potentiel humain qui leur sera confié et dont ils seront responsables. Parallèlement, nos élèves cadres vont apprendre à élaborer et délivrer des ordres, et ce pour quasiment toutes les activités de la journée. Ce seront par exemple les différentes consignes du jour, la préparation d'une sortie sur le terrain, le rassemblement et les déplacements de la troupe, bien évidemment le combat où ces ordres prendront une dimension vitale. Pour presque tous les types d'ordres, ils utilisent des moyens mnémotechniques, ce qu'on appelle chez nous des cadres d'ordre, à base d'acronymes facilement mémorisables et dont nous sommes, il est vrai, particulièrement friands. C'est ainsi le PATRACDR, à prononcer, PATRACDR qui permet de préparer de façon exhaustive un départ en mission. C'est également le DPIF, à prononcer, DPIF, qui sert pour débuter le déplacement à pied d'une troupe. C'est aussi dans un genre plus connu, le RA, à prononcer RAS ou RAS selon votre humeur pour rien à signaler. De cette façon, la relation entre le chef et le subordonné suit toujours un même schéma, une même logique, ce qui permet d'une part de structurer le raisonnement du chef, de rendre son propos concis, de ne rien oublier, et d'autre part au subordonné d'assimiler aisément les ordres reçus. Mais nous n'enseignons pas uniquement des techniques à nos élèves, nous allons surtout les mettre en situation de commandement, les aider à découvrir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ainsi par exemple qu'ils apprennent à se tenir face à une troupe,
à la mettre dans les conditions pour qu'elle écoute et reçoive leurs propos, à la regarder et à s'adresser à elle de façon claire, adaptée et intelligible. De même, ils apprennent à dispenser un enseignement, non pas de façon magistrale et intellectualisée, et donc inadaptée à leur auditoire, mais de façon à ce que l'auditoire, ici les subordonnés, acquièrent des compétences techniques et puissent ensuite les restituer pratiquement. Ils apprennent également à discerner et à éviter les possibles erreurs de commandement, telles celles d'humilier un subordonné, ce qui est toujours contre-productif et dans tous les cas injustifiable quand on s'adresse à un futur compagnon d'armes, ou de sermonner un cadre devant la troupe, ce qui a pour effet instantané et durable de saper sa crédibilité et sa légitimité. Pour acquérir toutes ces techniques, de nombreux jeux de rôle existent, qui mettent les élèves en situation, que nous enrichissons par l'étude de cas concrets, généralement tirés de l'expérience, qui permettent de se rapprocher de la réalité, de ne pas rester sur des notions théoriques et par trop inapplicables, de créer nombre de références utiles et directement exploitables. Aussi souvent que possible, même si cela n'est jamais suffisant, nous essayons de mettre nos élèves en position de chef. Comme élèves de jour en charge de donner les consignes à l'ensemble de l'unité concernée, de la rassembler et la déplacer, de la présenter à l'instructeur en début de cours, comme chef sur le terrain qui aura à donner les ordres à son unité et à réagir aux incidents, changements de progression pris à partie qui ne manqueront pas d'arriver, comme responsable aussi de tel ou tel domaine technique. Il est certes évident que commander ses pairs, avec lesquels quelques heures ou jours après, vous échangerez vos places, est généralement plus facile que d'être face à de vrais subordonnés qui doivent vous obéir et dont la vie peut dépendre de la pertinence et de la rapidité de vos décisions et de vos ordres. C'est bien pour cela que nos scolarités prévoient systématiquement un séjour en régiment, durant lequel nos élèves peuvent découvrir les différentes populations, officiers, sous-officiers, militaires du rang, qui constituent notre armée de terre et apprendre ainsi à se situer. Arborant durant ce stage un premier grade, ils ont l'occasion de se confronter à des situations réelles de commandement, et au contact et avec l'aide des cadres expérimentés des régiments, de prendre pleinement conscience des compétences à acquérir pour assumer correctement leurs futures fonctions. Ces séjours en immersion, toujours très profitables pour les intéressés, le sont également pour la hiérarchie qui se fait ainsi une idée plus précise et souvent très juste des capacités de commandement de nos futurs cadres. Certains de nos gradés pourtant ne passent pas par nos écoles de formation. Il s'agit de ceux que nous appelons nos petits gradés, c'est-à-dire les caporaux et caporaux-chefs. Sans être des cadres, ils sont des éléments essentiels de notre système hiérarchique. Ils ont de réelles responsabilités, adaptées à leur niveau, et peuvent même parfois se voir confier des fonctions de sous-officiers. Ils suivent eux aussi une formation. Elle consiste en plusieurs stages étalés généralement sur 2 ou 3 ans, qui, utilisant l'expérience déjà acquise sur le terrain, leur dispensent les connaissances nécessaires à l'exercice du rôle d'encadrement qu'ils seront appelés à jouer. Ils sont surtout évalués et jugés par leur chef direct qui alors décide, ou non, de leur confier des responsabilités, tout en les gardant au sein de leur unité. Ceci garantit l'indéniable qualité de nos petits gradés, non ? Les qualités d'un bon chef. Mais qu'est-ce qu'un bon chef ? Est-ce quelqu'un qui sait commander ? Mais dans ce cas, qu'est-ce que savoir commander ? Il me semble que le chef doit être apte à assurer 3 fonctions, certes différentes mais ô combien complémentaires. Tout d'abord et bien évidemment, le chef doit être un leader. C'est-à-dire celui qui emmène derrière lui, qui entraîne, qui crée une dynamique. C'est le meneur, le capitaine de l'équipe, celui vers qui les regards se tournent. Nous évoquions un peu plus tôt les qualités innées de certains qui, naturellement, produisent cet effet d'entraînement. Pour ceux-ci, ce rôle de leader est aisé. Quant aux autres, il vient avec l'enthousiasme dont ils savent faire preuve, mais aussi avec la confiance que leurs hommes ont appris à avoir en eux. Le travail, les exercices, les entraînements, les manœuvres, permettent en effet de se connaître mutuellement et pour les subordonnés de découvrir que leur chef est fiable et que ses décisions sont pertinentes. Dès lors, son ardeur et la confiance en ses compétences permettent de trouver cet élan nécessaire au leader. Ce rôle, on le retrouve dans la superbe définition du chef qui doit être un accumulateur de stress et un diffuseur d'enthousiasme. Accumulateur de stress en effet, pour garder à son niveau toutes les inquiétudes qui sont les siennes quant à la mission, au personnel,
à la disponibilité des matériels et ne pas les transmettre inutilement à ses hommes. Diffuseur d'enthousiasme dans le même temps, car c'est bien lui qui leur communique cette ardeur tant nécessaire. Le chef doit également être un manager, c'est-à-dire celui qui gère, qui organise, qui planifie. La responsabilité du chef ne se retrouve pas uniquement au moment d'entrer sur la pelouse du stade, ou de monter à l'assaut. Le chef militaire se doit d'être sélectionneur, entraîneur, directeur technique, parfois même kiné. Il est celui qui prépare son unité à l'action, au combat, avant de l'y emmener. Il doit pour cela répartir les rôles, donner des responsabilités à ceux qui en sont capables, organiser l'acquisition des connaissances et des capacités techniques et tactiques. Celles-ci sont tout d'abord individuelles, puis collectives. Leur pratique est initialement séquencée afin que chaque composante, chaque entité acquiert ses propres compétences, puis elle devient globale et voit toutes les composantes travailler simultanément. Tout ceci nécessite que le chef organise cette instruction, gère et vérifie son assimilation. Enfin, le chef doit être un coach, c'est-à-dire celui qui éveille, qui motive, qui optimise le potentiel mis à sa disposition. Il a dans les mains une matière première exceptionnelle, des hommes, et chacun d'eux a ses propres capacités et ses propres limites. Ils ne les connaissent pas nécessairement en eux-mêmes. Et pourtant le chef doit détecter en chacun d'eux ce qu'il peut en obtenir, leur en faire prendre conscience, leur donner confiance en leurs aptitudes, pour ensuite faire qu'ils donnent le maximum de leurs moyens. Il faut que le chef sache ainsi optimiser le talent que chacun, même le plus discret et insignifiant de nos soldats, recèle pour son plus grand bien individuellement, mais aussi pour celui de l'ensemble de l'unité. Un chef ne peut pas donner satisfaction à tous. Bien évidemment, chaque soldat a son bâton de maréchal dans sa giberne, comme le dit le dicton né sous la Restauration, mais en même temps tout le monde ne peut pas être maréchal. Le chef ne peut en effet satisfaire tous ses subordonnés et leur donner tout ce qu'ils souhaitent. Il peut ainsi paraître cruel, alors que ce n'est que la conséquence inévitable de l'impératif de faire des choix. Je l'expliquais à mes lieutenants et capitaines en leur demandant tout d'abord de bien être conscients que commander, c'est décider. On attend en effet du chef qu'il prenne des décisions. Il ne s'agit pas qu'il reste inerte, attendant que les choses se fassent d'elles-mêmes ou pire soient faites par d'autres. Le chef décide, c'est sa première prérogative et son premier devoir. C'est ce qu'on attend de lui, et ce pourquoi on le paye. Or, et c'était le deuxième volet de la démonstration que je faisais à ces jeunes officiers, décider c'est choisir, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix entre plusieurs options qui se présentent. Ceci peut concerner bien sûr une opération de guerre, dans laquelle il faudra choisir de prendre tel itinéraire, d'envoyer telle section sur telle mission, ou d'ouvrir le feu sur tel objectif. Mais ceci est également valable pour toutes les décisions que prend le chef au quotidien, même quand il n'est pas en opération. L'organisation de l'instruction, une mutation à prononcer, voire simplement la désignation des soldats qui seront de permanence durant les fêtes de Noël. Dans tous ces cas, le chef a à choisir entre plusieurs possibilités, entre plusieurs subordonnés. Certes, il choisit après avoir pris en compte l'environnement, fait preuve de discernement et d'intelligence de situation, pesé le pour et le contre, évalué les conséquences. Mais il vient un moment où il lui faut trancher, sans hésitation ni tergiversation. Enfin, et c'était la dernière partie de ma démonstration, choisir c'est renoncer. À partir en effet du moment où l'on porte son choix sur une solution, on décide simultanément et subséquemment de renoncer à toutes les autres. Ainsi en choisissant celui que l'on va promouvoir, on renonce dans le même temps à tous les autres qui remplissent les mêmes conditions d'avancement mais stagneront dans le même grade. Quand on attribue ces rares moyens de déminage à une section qui reconnaît un itinéraire, on en prive de facto toutes les autres sections à qui il pourrait dramatiquement manquer. Ainsi le chef renonce par essence même à contenter tout le monde. Et ce renoncement doit être fait en toute connaissance de cause, sans ignorer, ou vouloir ignorer, les conséquences de ses décisions, sans surtout fuir les tensions et les ressentiments dont il sera inévitablement à l'origine. C'est ainsi par exemple, qu'à chaque fois que j'ai décidé de ne pas engager un soldat ou de mettre un avis défavorable à une candidature, quelle qu'elle soit, j'ai systématiquement reçu l'intéressé pour lui annoncer de vive voix ma décision et ce qui pouvait l'avoir motivé.
Il n'a pas nécessairement toujours approuvé mes arguments, mais dans tous les cas il apprenait la difficile nouvelle de la bouche de celui-là même qui en était à l'origine. J'ai toujours exigé de mes subordonnés qu'ils aient cette même attention, car je suis persuadé que cette façon de procéder, qui impose au chef de savoir annoncer à son subordonné les yeux dans les yeux une décision difficile, est essentielle dans la relation de confiance que nous devons maintenir dans notre armée de terre. Cette franchise doit caractériser en effet l'ensemble de nos contacts humains. Le subordonné sait que si le chef a une mauvaise nouvelle à annoncer, il ne reculera pas devant l'obstacle, il ne se défaussera pas, et que ce courage moral et intellectuel, le chef saura l'appliquer dans tous les domaines, y compris et surtout au combat. Le chef doit assumer ses décisions. Mais commander, ce n'est pas seulement donner des ordres en réfléchissant aux choix que l'on ne fait pas. Commander, c'est également accepter que l'on puisse ne pas avoir choisi les bonnes options et assumer les conséquences de ses décisions, quelles qu'elles soient. Ainsi ai-je appris tout jeune lieutenant, combien il peut être difficile d'assumer ses actes de chef. Nous étions sur le terrain, c'était le premier camp de mes toutes nouvelles recrues. Mon adjoint, un sergent-chef expérimenté et à la forte personnalité, était en train de dispenser un cours à la section, et ce cours s'avérait totalement incompréhensible pour l'un des soldats. Exaspéré, le sous-officier rassembla soudain la section, la mit sur 2 rangs qu'il fit ensuite se faire face. J'étais assis non loin de là, préparant une autre activité, et je levai alors la tête, regardant ce manège avec un mélange de surprise mais aussi d'inquiétude. Que faisait-il donc? Lorsque je compris enfin, il était trop tard pour intervenir sans m'interposer et contrer mon adjoint. Il mit en effet le soldat à la comprenette difficile, à l'entrée du couloir constitué par ses 2 rangées de camarades, puis le poussa à l'intérieur en hurlant à tous de le gifler au passage, pour l'aider à faire circuler les idées dans son neurone engourdi. Le pauvre parcourut les quelques mètres sous une pluie de coups, plus amicaux d'ailleurs que méchants, encouragé vivement de la voix par le sergent-chef. Récupérant le soldat qui débouchait quelque peu hagard à l'autre extrémité du couloir, il lui fit faire brutalement demi-tour et s'apprêtait à l'engager sur le trajet retour, lorsque j'intervins enfin pour reprendre à ma main la section, en prétextant une nouvelle activité mettant ainsi un terme à un jeu bien cruel. Plus tard dans la nuit, je pris à part mon adjoint pour lui expliquer que je n'approuvais absolument pas cette façon de sanctionner un soldat, que je considérais ceci comme une brimade et ne tolérerais plus de tels agissements. La discussion fut animée, nos caractères et nos conceptions du commandement s'affrontant, mais je restai ferme sur le principe. Ce fut ma première vraie confrontation avec l'un de mes subordonnés, qui plus est mon adjoint direct, et j'avoue qu'en l'occurrence j'étais passablement soucieux de l'avenir de notre relation. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, je fus en effet convoqué par mon capitaine qui avait eu vent de cette brimade et voulait en savoir plus. Je reconnus les faits, mais sans citer le rôle premier qu'avait eu mon adjoint. Ce fut alors là aussi une grande première, ma première vraie engueulade professionnelle. Un souvenir émouvant, je vous assure. Je sortis de là passablement secoué, sans même savoir si j'allais être sanctionné, relevé de mon commandement, voire peut-être renvoyé à la vie civile. De retour au bureau, je retrouvai mon adjoint qui, voyant ma tête probablement déconfite, comprit immédiatement qu'il s'était passé quelque chose. Je lui racontai la raison de la convocation, le savon monumental que je venais de me faire passer, et mon incertitude sur la suite des événements. Il me demanda si j'avais expliqué que c'était une de ses initiatives. Je répondis qu'il y avait un chef présent, moi-même, que j'avais laissé se dérouler la brimade et que j'étais donc pleinement responsable de tout ce qui s'était passé. Mon adjoint ne dit rien et sortit de la pièce. Un quart d'heure plus tard, il était de retour et m'expliqua alors qu'il arrivait du bureau du capitaine à qui il avait tout raconté. Interloqué, je fus partagé entre un sentiment de soulagement et une pulsion de colère car une fois de plus, il n'avait pas respecté le chef que j'étais. La conclusion de cette histoire est triple. Tout d'abord, mon capitaine ne me parla plus jamais de cette malheureuse affaire et je ne fus d'aucune sorte sanctionné. D'autre part, nous formâmes dorénavant, mon adjoint et moi, un binôme uni et efficace, car nous avions tous deux expérimenté la solidarité mutuelle. Enfin,
Je connaissais désormais la difficulté qu'il y a à assumer les actes de ses subordonnés, mais également la plénitude du commandement quand, les yeux dans les yeux, on dit à son chef « C'est moi l'unique responsable ». Le chef doit-il être exemplaire ? Pour terminer, je vous propose d'aborder un aspect particulier, l'exemplarité du chef. Ce sujet, certes classique, constitue pourtant une notion ringarde et difficile à promouvoir de nos jours puisqu'il s'agit rien de moins que de proposer un modèle. Or, de fait, ceci remet en question l'égalité que l'on nous vante à longueur d'année, d'écoles et de médias. Ceci peut également être rapidement assimilé à un frein à notre liberté. Chacun doit en effet mener sa propre vie comme il l'entend, sans faire l'objet du moindre jugement. Tous les choix se valent, nous explique-t-on sans cesse. Or, tout détenteur d'autorité possède un pouvoir sur la définition du bien et du mal. Son attitude, sa façon de se comporter, de s'adresser aux autres, de parler, auront systématiquement valeur de référence et parce qu'il est regardé, seront plus ou moins imités. Cette imitation sera souvent exagérée, amplifiée, ce qui donne au chef un pouvoir considérable sur ses hommes. Dans ce cadre, l'exemplarité n'est pas nécessairement de tout savoir et d'être dans tous les domaines meilleur que tous ses subordonnés. Ceci n'est ni réaliste, ni surtout adapté à une armée comme la nôtre devenue particulièrement technologique. L'exemplarité du chef, c'est chercher à être le meilleur dans son domaine et à son niveau par son travail et son investissement. C'est, même si l'on n'est pas arrivé le premier au cross régimentaire, s'être donné à fond et avoir tiré le maximum de ses capacités physiques, être arrivé épuisé et à la limite de l'effondrement. C'est toujours respecter l'être humain, le frère d'armes qui est en chacun de ces hommes, ce qui n'empêche pas bien au contraire de leur demander beaucoup. L'exemplarité du chef, c'est de ne jamais transiger, ne jamais calculer, de respecter une ligne de conduite à laquelle on se tient, sans renoncement ni compromis. Fort de cette attitude exigeante et respectueuse, le chef sera alors un exemple pour ses subordonnés qui eux aussi s'efforceront d'être meilleurs, se donneront au maximum, physiquement et moralement, respecteront l'autre, à commencer par son ennemi. C'est à la fois simple et ô combien exigeant. Discipline, un vrai faux débat ? Très discipliné lorsque le chef se conforme. Au règlement, très rebelle lorsque le supérieur se permet d'y porter atteinte. Général Charles Ferdinand Millet, 1843-1914. Souvenir 1884 à 1912. La discipline, voici bien un lieu commun que les différents observateurs, sérieux ou plus fantaisistes, utilisent à profusion quand il s'agit d'évoquer le métier militaire. Et pourtant il est vrai que le règlement de discipline générale affirmait, dans son édition de 1933 encore en usage en 1966, que la discipline fait la force principale des armées. Mais n'est-ce pas un peu facile de l'utiliser aussi souvent ? Est-ce vraiment de circonstance de l'évoquer ainsi à tout bout de champ ? Ne serait-ce pas une simple tarte à la crème qui évite d'aller plus loin dans la réflexion et de s'intéresser à l'essentiel ? Il est bien évident que la discipline existe bel et bien au sein de notre armée de terre, et il serait totalement absurde de le nier. Mais qu'est-ce que la discipline, sinon, la soumission aux règles et aux obligations qui régissent une collectivité ? Or, ne trouve-t-on pas cette même soumission, ou du moins le besoin d'une telle soumission dans beaucoup d'autres collectivités que l'armée ? Est-ce qu'il n'existe pas, ou ne devrait pas exister une discipline dans nos écoles ? Est-ce que la moindre entreprise ne définit pas sa propre discipline, qui n'est en fait que le respect du processus industriel utilisé ? Est-ce que l'ouvrier, agent d'exécution, ne respecte pas l'agent de maîtrise qui respecte à son tour le cadre, tout ceci étant l'expression d'une discipline ? Est-ce que la plus petite catégorie socio-professionnelle n'a pas ses propres règles, et donc sa propre discipline ? La discipline ne serait donc pas une spécificité de notre armée, même s'il est vrai que, chez nous, elle est certainement beaucoup plus formelle et surtout elle est fondamentalement nécessaire. La discipline prépare au combat. La discipline est bien évidemment nécessaire parce qu'il y a un besoin d'ordre dans l'armée, comme d'ailleurs dans toute communauté humaine, surtout lorsque celle-ci est constituée de jeunes plus ou moins turbulents. Mais surtout, la réelle particularité de notre discipline militaire par rapport à toutes les autres est qu'elle constitue une vraie préparation, même si elle n'est pas toujours consciente, au combat,
Le jour où il faudra combattre, le subordonné n'aura ni le temps ni le loisir de discuter les ordres de son supérieur. Il devra obéir rigoureusement aux directives données sous le feu ennemi, car sa vie, celle de ses camarades et l'issue du combat se joueront probablement sur la rapidité d'exécution des ordres, sur la confiance accordée aux directives de son supérieur, sans douter de leur pertinence, sans prendre le temps d'y réfléchir ou de les discuter. Comme le disait le tragédien grec Échille, 526 à 456 avant Jésus-Christ, la discipline est mère du succès. Or, si l'on veut que le jour du combat, quand tout va très vite, que les explosions et les rafales éclatent de partout, que la peur et la fureur s'abattent sur nos soldats, ceux-ci se tournent vers leur chef, écoutent et exécutent sans une once d'hésitation ses ordres, même si ceci peut mettre en danger leur vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.